Le podcast Recruter demain, c'est l'envers du décor du recrutement. Ce que personne ne vous dit, mais que vous vivez tous les jours. Des décisions de dirigeants, des erreurs qui coûtent des mois, des méthodes concrètes pour recruter. Si vous voulez arrêter de recruter à l'aveugle et reprendre le contrôle, vous êtes au bon endroit. Eagle Rocket, votre partenaire pour vos recrutements de demain. On va planter le décor d'une situation que je pense tout dirigeant, tout manager a déjà vécu. On a un poste clé à pourvoir. Oui, Un commercial, un chef de projet, peu importe. On lance le processus, on rencontre des candidats, et là, au milieu de profils un peu moyens, on en trouve un qui sort du lot. ah oui, celui où on se dit enfin, le CV est parfait, les expériences s'enchaînent de manière logique, les entreprises précédentes ont des noms qui brillent. Exactement. Et l'entretien vient confirmer cette très bonne impression. La personne est charismatique, elle a de l'esprit, elle répond avec une assurance presque déconcertante. C'est fluide, on n'a pas l'impression d'être en entretien, c'est une conversation. Et on se projette tout de suite. C'est ça. À la fin de l'échange, tout le monde est d'accord dans la salle. C'est lui. On signe, on ressent un vrai soulagement. On a trouvé la perle rare, le problème est réglé. On pense avoir réglé le problème. Oui, Et puis, le temps passe. 3 mois, 6 mois. Et là, le vernis commence à craquer. Le tableau n'est plus du tout le même. l'ambiance dans l'équipe qui était saine devient pesante. On commence à entendre parler de tensions, de clans qui se forment. La machine se met à grincer. Et les résultats, eux, ne suivent pas. La productivité stagne, parfois même elle régresse. Pourquoi? Parce que le manager passe son temps à gérer des conflits, à recadrer. À déminer. Le collaborateur qu'on pensait idéal est devenu le principal point de friction. Et ça démolit la motivation de tout le monde. L'équipe qui subit et qui voit que rien n'est fait, C'est là qu'on mesure le coût réel d'une erreur. Ce n'est pas juste un salaire ou des frais de recherche, c'est le temps de management gaspillé, l'énergie de l'équipe qui est aspirée. c'est une perte de performance globale. Et quand la personne part, ou qu'on s'en sépare, il faut tout recommencer. Le vrai drame, ce n'est même pas de s'être trompé. L'erreur, ça arrive. Le drame, c'est de ne pas comprendre pourquoi, et donc de s'exposer à refaire la même erreur 6 mois plus tard. Pour comprendre, il faut accepter de regarder nos certitudes en face. La première, la plus classique, pourtant le CV était impeccable. On continue de s'y fier à ce CV. On continue de croire que c'est un document objectif. Mais c'est une erreur de fond. Un CV, ce n'est pas un bilan de compétences. C'est un document marketing. Il est là pour vendre. Mais alors sur quoi on se base au départ, si on ne peut plus faire confiance au CV? On peut s'y fier, mais il faut le lire différemment. Pas comme une preuve, mais comme une liste d'hypothèses à vérifier. Il faut chercher les signaux faibles, ce qui n'est pas dit. Par exemple, Par exemple, un CV qui liste des responsabilités mais aucun accomplissement chiffré. Gestion d'un portefeuille client ou management d'une équipe de 5 personnes. Ça ne veut rien dire. C'est une fiche de poste. ce n'est pas un résultat. Non. Ce qu'on veut lire, c'est l'impact. Augmentation du portefeuille de 15% en un an. Réduction du turnover de l'équipe de 20%. Là, on parle de résultats. Sans ça, c'est une coquille vide. D'accord. Et il y a d'autres CEO? Bien sûr, la forme. Un CV de 4 pages, un peu brouillon, mal formaté. Certains pensent que c'est un détail. Ce n'en est pas un. Jamais. Ça révèle une incapacité à synthétiser, à hiérarchiser, un manque de soin. Comment on peut attendre de la rigueur dans un reporting de la part de quelqu'un qui n'en a aucune pour le document censé lui obtenir un emploi? C'est logique. Bon, le CV, je comprends. Mais le vrai biège, ce n'est pas le papier, c'est l'entretien. C'est le fameux « on a eu un excellent feeling ». Et c'est là que se trouve le biais le plus dangereux. Le feeling, la plupart du temps, c'est juste un biais de ressemblance. On est à l'aise avec les gens qui nous ressemblent. On recrute nos clones. Un candidat charismatique peut masquer un vide abyssal ou pire, une personnalité vraiment toxique. Mais l'intuition d'un manager d'expérience, qui a vu passer des centaines de personnes, elle a quand même une valeur, non? Elle a une valeur si elle sert à poser des questions plus profondes, pas à prendre la décision. L'expérience peut aider à sentir une incohérence, mais si ça devient « je le sens bien, donc c'est le bon », alors là ça devient un piège. Pourquoi? Parce que les personnalités les plus complexes, les narcissiques par exemple, sont des experts pour créer un excellent feeling. Ils scannent leur interlocuteur et lui servent exactement ce qu'il veut entendre. Ce qui nous amène à la troisième fausse évidence, techniquement, il cochait toutes les cases. Ah, ça c'est le grand classique pour se rassurer, les hard skills. On a l'impression que c'est objectif, facile à évaluer.
Et ce n'est pas le cas? C'est un leurre. La quasi-totalité des recrutements qui échouent, ce n'est pas à cause d'une incompétence technique. La personne sait faire son travail. L'échec vient de l'attitude, du comportement. Donnez-moi un exemple. Un développeur brillant qui refuse de collaborer et méprise ses collègues, il détruit plus de valeur qu'il n'en crée. On se concentre sur ce que la personne sait faire et on oublie d'évaluer ce qu'elle va faire vivre à toute l'équipe. Donc, si le CV, le feeling et les compétences techniques sont des leurs, quelles sont les vraies causes de ces échecs? La première cause, c'est qu'on se trompe de sujet. On évalue une performance en entretien, on ne cherche pas à prédire un comportement en situation réelle. L'entretien est un exercice artificiel. Complètement. Le candidat est en représentation. Pour voir qui il est vraiment, il faut casser ce cadre, il faut le mettre en situation. Le fameux cas pratique. Oui, mais pas n'importe comment. Un bon cas pratique, ça ne sert pas à voir si le candidat trouve la solution miracle. Ça sert à observer son comportement, comment il réagit au stress, comment il structure sa pensée. Et surtout, comment il réagit quand on le challenge. Voilà. Quand on lui dit « je ne suis pas d'accord avec votre approche », c'est là que la façade se fissure. Est-ce qu'il se braque? Est-ce qu'il est ouvert à la discussion? C'est ça, la vraie information qu'on cherche. Et en dehors du cas pratique, il y a d'autres moyens? Organiser une rencontre informelle avec 2 ou 3 futurs collègues, sans manager, la dynamique est différente, le candidat baisse sa garde. Un déjeuner peut aussi être très révélateur. Comment la personne se comporte avec le serveur? Est-ce qu'elle écoute ou monopolise la parole? On sort du jeu de questions-réponses. On observe des compétences sociales de base. C'est fondamental. D'accord. Première cause, on évalue la mauvaise chose. Quelle est la deuxième? La deuxième, c'est notre aveuglement face aux personnalités dysfonctionnelles. On n'est pas formé pour les repérer. Il ne s'agit pas de jouer au psy, mais de reconnaître des schémas de comportement qui sont de vrais signaux d'alerte. Le plus connu, c'est le narcissique. Le narcissique grandiose, oui. En entretien, il est parfait. Confiant, charismatique. Une fois en poste, il s'attribue toutes les réussites, ne supporte aucune critique et blâme les autres pour chaque échec. Comment on peut décider s'il est si bon comédien? En posant des questions sur ses échecs, racontez-moi un projet où vous avez vraiment échoué. Quelle était votre part de responsabilité? Et là, Le narcissique va esquiver. La faute reviendra toujours à un élément extérieur. Le marché, un collègue, jamais lui. C'est un test très très fiable. Il faut aussi écouter l'usage du je par rapport au nous. Si c'est toujours j'ai fait, j'ai réussi, c'est un drapeau rouge. d'accord. Et les autres profils? Le manipulateur? Lui, il est plus subtil, souvent très séducteur. Sa stratégie, c'est de diviser pour régner. On peut le repérer à la manière dont il parle de ses anciens collègues, souvent sur un ton de fausse confidence, avec des pics, des sous-entendus. Et il y a ce troisième profil, plus difficile à voir, le narcissique vulnérable. Oui, le plus difficile. En surface, il peut paraître humble, timide même, mais il est hypersensible à la critique et se pose toujours en victime. La moindre question est une attaque. Il fait régner une insécurité terrible. Tout le monde marche sur des œufs. Très clair. On a donc l'évaluation, les personnalités. Troisième cause, pourquoi? Le processus lui-même. S'il n'est pas structuré, c'est-à-dire si chaque candidat passe des entretiens différents avec des questions différentes, on ne peut rien comparer objectivement. On compare des impressions. On compare des feelings, pas des compétences. La décision se prend sur celui qui a fait la meilleure impression, pas celui qui répond le mieux aux critères objectifs. C'est pour ça qu'une grille d'évaluation commune est indispensable. Et la plupart des managers improvisent. Ils improvisent parce qu'ils ne sont pas formés. Et l'improvisation en recrutement, ça mène presque toujours à l'erreur. Et la dernière cause, qui est peut-être la plus rageante, C'est de croire que le travail est fini une fois le contrat signé. On a dépensé une énergie folle pour trouver quelqu'un et on bâcle son arrivée. L'intégration, l'onboarding est inexistante. le signal envoyé est terrible. C'est catastrophique. On lui dit « on était pressé que tu arrives », mais on n'a rien préparé. La motivation, qui est à son maximum le premier jour, s'effondre. C'est un gâchis industriel. On sabote notre propre investissement. Le constat est sévère. Face à ça, comment on doit changer notre façon de penser le recrutement? Le point de départ, c'est un changement de perspective. Le recrutement, ce n'est pas une fonction support pour remplir une case. C'est la décision d'investissement la plus stratégique qu'une entreprise puisse faire. Chaque personne est un actif qui va soit créer de la valeur, soit en détruire. Radicalement. Il faut passer d'une logique de séduction à une logique de diagnostic.
Un médecin ne se fie pas à son feeling avec un patient. Il a un processus, il pose des questions, il fait des examens pour objectiver sa décision. Le recrutement, c'est pareil. C'est la même chose. L'entretien, le cas pratique, les prises de référence, ce sont des outils pour collecter des données et établir le bon diagnostic. Et les outils, comme les évaluations psychométriques, dans tout ça, beaucoup de managers restent sceptiques. Parce qu'on comprend mal leur rôle. Un test n'est pas une vérité absolue qui dit oui ou non. C'est une donnée de plus dans le diagnostic. Son intérêt, c'est de nous challenger. Si j'ai un super feeling, mais que le test me montre une alerte sur la gestion du stress, eh bien ça ne veut pas dire qu'il faut écarter le candidat. Ça veut dire qu'il faut que j'aille creuser ce point précis. L'outil ne remplace pas le jugement, il l'éclaire. Donc, pour résumer, pour rendre le processus plus fiable, entretien structuré, mise en situation et des outils pour challenger nos biais. Et surtout, impliquer l'équipe dans la décision finale sur la compatibilité. Pas sur la technique, mais sur la question « est-ce qu'on se voit travailler avec cette personne tous les jours ?» Et enfin, planifier l'intégration avec la même rigueur que le recrutement lui-même. C'est un investissement en temps. Un investissement dérisoire comparé au coût d'un recrutement raté. Le but n'est pas le risque zéro, c'est impossible. Le but, c'est de maîtriser le risque. Quand vous analysez vos dernières erreurs de recrutement, combien d'entre elles étaient de vraies surprises et combien étaient des signaux d'alerte que vous aviez simplement choisi d'ignorer ?